Jean-Bernard Fourtillon, bonjour. Je suis très heureux de te retrouver 40 ans après les travaux que nous avons faits ensemble. Moi de même. Tu viens de faire une découverte fondamentale sur le système veille-sommeil. Explique-nous un peu tout ça. Eh bien, en 1994, cela fait déjà 21 ans, j'ai découvert la valentonine, l'hormone du sommeil, la véritable hormone du sommeil, dans des conditions tout à fait particulières. Cette hormone est sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, entre 22h le soir et 6h du matin. Elle est sécrétée en même temps que deux autres hormones par la glande pinéale, la mélatonine, qui est une hormone protectrice des neurones. On pensait, à tort, que c'était l'hormone du sommeil. Donc il protège le neurone. Qui protège les neurones, et une troisième hormone, qui est le 6-méthoxyharmalan, découvert par Mac Isaac en 1961, et qui est l'hormone de la veille. Cette hormone a des propriétés pharmacologiques psychostimulantes de forte intensité, puisque c'est du même niveau que le LSD, qui est un psychostimulant extrêmement puissant. Ces trois hormones constituent le système veille-sommeil qui assure la régulation de l'organisme en ce qui concerne les vies psychiques et végétatives de l'organisme. C'est une véritable bombe scientifique que cette découverte. Eh bien, effectivement, ce système veille-sommeil, qui comprend trois hormones sécrétées par la glande pinéale, c'est la fonction endocrine de la glande pinéale, et elle permet de considérer cette glande endocrine comme le primat des glandes. La découverte du système veille-sommeil donc permet d'expliquer les mécanismes des affections neurologiques, et elle débouche tout naturellement sur le traitement de ces affections. On peut dire que jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas ces mécanismes, donc quand on ne connaît pas les mécanismes d'affection, il est difficile de trouver les médicaments adaptés. Et on peut dire qu'on traitait jusqu'à ce jour des maladies dont on ne connaissait pas les mécanismes, avec des médicaments dont on ne connaissait pas les modes d'action, des trouvailles. Les benzodiazépines. Par exemple, mais aussi oui. Les hypnotiques, en particulier. D'ailleurs, elles sont utilisées comme hypnotiques, les benzodiazépines, et apparentées, telles que le zolpidem, le Stinox, l'azopiclone, l'Imovane. Et quand on sort de ces médicaments, on est dans le sirop, quoi. Oui, en particulier pour les benzodiazépines apparentées, qui donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas réparateur et qui est amnésiant, avec énormément d'effets secondaires indésirables, rédhibitoires, effets dits paradoxaux, parce qu'on ne sait pas les expliquer. Et chez quels animaux as-tu travaillé au laboratoire ? Voilà, quand on découvre des médicaments, on procède à des synthèses de petites quantités, et en général, on commence toujours sur des petits animaux, parce qu'on ne dispose pas de suffisamment de produits. Bien sûr. Classiquement, on prend des rats ou des souris, et étant donné que le rat, contrairement à l'homme, est un animal à sommeil diurne, je voulais travailler avec des animaux à sommeil nocturne, comme l'homme. Donc, on a pensé avec des expérimentateurs, on s'est adressé à des poussins, des poulets. Il y avait des publications qui avaient été faites sur ces animaux, donc ça marche très bien, en particulier au niveau des enzymes, à N-acétyltransférase, qui permet de synthétiser la mélatonine. Donc, travailler sur les glandes pinéales du poussin, c'est 1 ou 2 milligrammes. Très petit, oui. Et pour doser, il faut de la spectrométrie de masse couplée, sinon on n'y arrive pas. Et ensuite, pour les gros animaux, on s'est adressé naturellement aux chiens, parce qu'on peut faire de l'électroencéphalographie et plus généralement de la polysomnographie avec des électroculogrammes pour le sommeil paradoxal, les rapid eye movements. On peut faire des électrocardiogrammes, des électromyogrammes pour étudier le végétatif. Voilà, le végétatif. Le chien est un modèle parfait et toutes nos études d'effets hypnotiques ont été effectuées chez le chien. Au fond, les animaux qui dorment la nuit comme nous fonctionnent exactement de la même façon. Le système veille-sommeil existe chez les vertébrés supérieurs, en particulier chez tous les mammifères. Mais bien sûr, il y a deux catégories. Il y a les mammifères à sommeil nocturne, comme l'homme, le chien, le poussin, comme nous avons vu tout à l'heure. Et il y a des mammifères à sommeil diurne, comme les prédateurs.
Renard. Les animaux, voilà, qui saisissent leur proie quand elle est endormie. Hein. Chez tous les mammifères, qu'ils soient diurnes ou nocturnes en ce qui concerne le sommeil, la synthèse des hormones du système veille-sommeil s'effectue pendant la nuit, toujours entre 22h et 6h du matin. Même façon. Mais, évidemment, chez les animaux à sommeil nocturne, il faut que les propriétés pharmacocinétiques de la valentonine soient telles qu'au terme de la sécrétion, pendant la sécrétion, les concentrations de valentonine dans l'organisme soient prévalentes, soient supérieures à celles du 6-noxermalon. Puis, à la fin de la sécrétion, on a une élimination de toutes les hormones. Donc la fonction endocrine est terminée, la glande pinéale a fini son travail. Et à ce moment-là, comme la valentonine est une élimination très rapide, contrairement au 6-noxermalon, les concentrations de 6-noxermalon, en quelques minutes, deviennent supérieures à celles de la valentonine, et on a une prévalence. On se réveille. Et on se réveille, et cette hormone permet de maintenir la veille jusqu'à 22h le soir, où on recommence. Tout à fait, le cycle repart. Voilà. Très clair. Voilà. Pour avoir cette alternance de prévalence extrêmement précise, il est nécessaire que les propriétés pharmacocinétiques des mammifères à sommeil nocturne, comme l'homme, le chien, etc., soient exactement identiques. Sinon, on ne pourrait pas avoir d'alternance à des heures précises. Et inversement, comment ça se passe chez les animaux à sommeil diurne, les prédateurs? Eh bien, on inverse les propriétés pharmacocinétiques de telle sorte que les prévalences soient inversées. Tout à fait. C'est très clair. Alors finalement, c'est à Poitiers, dans ton laboratoire de recherche, que tu as découvert cette hormone, la valentonine. D'où vient cette découverte? Comment tu es arrivé à trouver cela qui va être une révolution? Je crois que pour faire cette découverte, il fallait plusieurs conditions. D'abord, il fallait une première étincelle, une révélation. Et simultanément, il fallait avoir des connaissances dans des domaines aussi variés que la chimie. Je suis ingénieur chimiste de formation. Les sciences pharmaceutiques, je suis pharmacien. Il fallait avoir des connaissances en physiologie, en biochimie, en chimie du médicament, ce qu'on appelle la chimie thérapeutique. Et je suis professeur de chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Poitiers. En pharmacocinétique, en bioanalyse. J'avais créé un laboratoire de bioanalyse privé dans mon centre de recherche CEMAF. Donc un médecin ne pouvait pas trouver tout ça, c'est pas possible. Non. Et en recherche clinique, je disposais d'une clinique de 24 lits avec des médecins, des infirmières, etc. Donc j'avais tous les ingrédients et toutes les connaissances qui me permettaient, après une étincelle, d'aller au bout de la découverte. Je comprends. Et de passer d'une première découverte que j'ai faite en quelques secondes de la valentonine à la compréhension et à la définition du système veille-sommeil qui comprend 3 hormones. Au début des années 90, de nombreux chercheurs s'intéressaient à la mélatonine. Cette hormone est sécrétée par le glande pinéale, comme l'a démontré Lerner en 1958, et elle est sécrétée pendant la nuit. La lumière bloque sa sécrétion, et il était tout naturel de penser que la mélatonine était l'hormone du sommeil. Je me suis intéressé, moi, en tant que centre de recherche privé, à sa méthode de dosage, car cette hormone est très faiblement concentrée, les sécrétions sont très faibles, de l'ordre de quelques microgrammes, et les concentrations dans le sang circulant sont de l'ordre de quelques picogrammes, voire quelques dizaines de picogrammes. Donc il faut arriver à doser ça, quoi. Voilà, un picogramme, je rappellerai que c'est 1 milliardième de milligramme par millilitre de plasma. Dans notre centre de recherche CEMAF, nous sommes leader mondial dans des techniques d'analyse de couplage de la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse. Nous avons développé une technique qui est actuellement encore le record du monde en matière de sensibilité en bioanalyse. Et pour doser la mélatonine avec une telle technique, il faut pouvoir la porter à l'état gazeux, puisqu'il s'agit d'une chromatographie en phase gazeuse, une méthode de séparation de la mélatonine. Et la mélatonine, à haute température, n'est pas volatile. Pour la porter à l'état gazeux, il faut la dérivatiser, c'est-à-dire la transformer en greffant des éléments chimiques tels que des groupes perfluoroacétyles. Compliqué, mais faisable. La technique que nous avons développée
consiste à dérivatiser la mélatonine en utilisant l'anhydride de l'acide pentafluoropropionique, ce qui permet de fixer sur cet atome d'azote et le carbone voisin des groupes O, CO, C2F5. Il se passe une réaction extraordinaire, donc, puisque à la fin de la dérivatisation, une réaction chimique qui donne une structure tricyclique, qui est en réalité une bêta-carboline, et dans lequel donc, nous avons un groupe ici, perfluoroacétyl. Et comme je savais que la mélatonine était obtenue par acétylation de la sérotonine, Ouais. sous l'action d'une enzyme, la N-acétyltransférase, qui permet de fixer un groupe acétyl sur l'atome d'azote, j'ai imaginé que dans l'organisme, évidemment, la mélatonine ne pouvait pas réagir avec des groupes perfluoroacétyl, mais que la réaction enzymatique continuait et qu'on avait une nouvelle acétylation sous l'action de N-acétyltransférase qui conduisait à la mélatonine. Avec la même enzyme. Avec la même enzyme. Et en effet, ce composé que nous voyons ici, le dérivé que l'on peut porter à l'état gazeux pour réaliser la chromatographie en phase gazeuse et la coupler à un spectre de masse, eh bien, c'est la valentonine dans lequel le COCH3 de la valentonine est remplacé par un groupe COCD-F5. Et j'ai imaginé ceci en quelques secondes et j'ai vu la molécule de valentonine. C'est ça. Au fond, cette hormone est fabriquée par la glande pinéale que nous avons, qui est au centre du cerveau. Elle n'est pas très loin, on l'appelle aussi épiphyse, et Descartes disait que c'était le centre de l'âme, mais régulation veille-sommeil, tout ça est passionnant. Au fond, on trouve une véritable fonction à cette glande. Alors cette glande, comme on va le voir, c'est finalement le primat des glandes. Parce que à 22h le soir, on peut dire que tout part de là. La régulation de l'organisme pendant 24 heures démarre à 22h le soir. Et la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale, c'est-à-dire le système veille-sommeil, donc s'arrête à 6h du matin, elle dure 8 heures, et à 6h du matin, on peut dire que la glande pinéale a fini son boulot. Et on peut la voir dans le cerveau ? Alors, on peut la voir dans le cerveau. C'est une petite glande donc endocrine qui est située à l'arrière du thalamus. Elle est proche, d'ailleurs, la glande endocrine la plus proche est l'hypophyse. L'hypophyse, oui, devant. Voilà, qui est située à l'avant de l'hypothalamus. Voilà. Et on remarquera la proximité de la glande pinéale avec les yeux et avec la rétine, dont les cellules perçoivent la lumière. Voilà. Et on va voir que finalement, c'est au terme d'une transduction photo-neuro-endocrine, c'est ça, qui fait intervenir les noyaux suprachiasmatiques et qui sont juste au-dessus du chiasme optique, ici. c'est ça, oui. Donc, c'est la véritable horloge biologique de l'organisme, le noyau suprachiasmatique. Elle rythme la vie de l'organisme pendant 24 heures en fonction du mode de vie et de l'environnement. Et le rythme imposé va être traduit ou converti par la glande pinéale en message hormonal endocrinien via la sécrétion de 3 hormones. C'est ce qu'on appelle la transduction photo-neuro-endocrine. C'est-à-dire, je ferme les yeux, c'est la nuit, je n'ai plus de lumière, je vais fabriquer cette valentonine, et en même temps, je m'aperçois qu'elle est très proche de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Tout ça se relie avec le système limbique, au fond. Hein. Oui, mais si on ferme les yeux, si tu fermes les yeux maintenant, oui. Tu ne vas pas avoir de sécrétion de mélatonine. Oui. En fait, les sécrétions donc, sont effectuées par la glande pinéale. On a pensé longtemps que la mélatonine pouvait influencer les rythmes biologiques. C'est totalement faux. Totalement faux, hein. La sécrétion de mélatonine et des 2 autres hormones, puisqu'elles sont toutes sécrétées simultanément, commence toujours à 22h. Il faut qu'il n'y ait pas de lumière, parce que la lumière bloque la sécrétion. Oui, c'est ça. Et elle dure 8 heures, quelle que soit la saison. Donc mon infirmière qui fait la nuit, qui bosse pendant la nuit avec l'éclairage nocturne,
elle bloque sa valentonine et elle va la faire sécréter plutôt quand elle va se coucher le matin, je dirais, en fermant les yeux, quoi. Le noyau suprachiasmatique va adapter le rythme au mode de vie d'infirmière. Voilà. Effectivement, mais il va falloir un certain temps. Bien sûr. Parce que quand on a un décalage horaire, elles le disent elles-mêmes, on peut récupérer 1 heure et 1 heure et demie par jour. Hein. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pensé longtemps que, comme l'hiver, les nuits étaient plus longues, oui. Eh bien, on pensait que la sécrétion de mélatonine était plus longue. Alors, on a dit les dépressions saisonnières sont dues à la plus longue sécrétion, à la quantité de mélatonine sécrétée plus longue, donc plus importante, alors qu'en réalité, c'est toujours, on l'a démontré, nous l'avons démontré en faisant des études au mois d'octobre, la sécrétion, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la saison, a toujours lieu entre 22h et 6h du matin, pour des gens qui ont une vie normale. C'est ça. Pas pour les infirmières. Bien sûr, quand bien elles sûr. sont décalées, oui, quand oui, elles travaillent elles sont la décalées, nuit. oui. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est dans une zone de notre cerveau qui est assez profonde, donc très protégée. Très protégée. Ça veut dire que si on prend un coup sur la tête, on ne risque pas d'abîmer des glandes aussi importantes que la glande pinéale voilà. et même l'hypophyse. Et la glande pinéale, au fond, elle est au-dessus de l'hypophyse. C'est elle qui va réguler tout ça. Tu as dit que les 3 hormones étaient sécrétées simultanément. Simultanément. Ça veut dire ensemble, c'est pas l'une après l'autre. Simultanément, donc entre 22h et 6h du matin, la sérotonine donc, provient du tryptophane. C'est pas un métabolite. On pourrait penser que la mélatonine est un métabolites de la sérotonine. C'est faux. Les métabolites sont des produits d'élimination. Par exemple, la noradrénaline, donc, provient de la tyrosine, oui. mais il y a un stade qui passe par la dopamine. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que la noradrénaline est un métabolite de la dopamine. Oui, c'est pas du tout ça. Oui, d'accord. Voilà. Donc, à partir de 22h le soir, sur le matin, il y a 3 acétylations en cascade, en chaîne, immédiates, qui se font. Première acétylation de la sérotonine qui donne la mélatonine, qui a un rôle neuroprotecteur, qui protège les neurones. Simultanément, acétylation de la mélatonine avec cyclisation qui donne le cycloxyr-malin. Qui prépare pour le réveil. Qui est un psychostimulant puissant, voilà. Comme le LSD. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que la 3e acétylation, ici, simplement en ajoutant ça sur l'azote, on a un produit qui a des effets inverses, qui fait dormir, qui donne le sommeil, qui diminue la vigilance. Je comprends. Et les actions sur la vigilance, sur le cœur, sur les voies dopaminergiques du méthoxyr-malin, et de la valentonine sont opposées. Et on peut qualifier ce ligand, la différence entre ces 2 molécules, c'est ce groupe acétyl. On appelle ça un ligand allostérique. Ce produit va amplifier la réponse des récepteurs sérotoninergiques, noradrénergiques et dopaminergiques en se fixant à proximité du récepteur, sans se fixer dessus. Il va interagir avec ce récepteur par des liaisons chimiques, il va le déformer et augmenter la sensibilité de ce récepteur à la sérotonine, pour les récepteurs sérotoninergiques, à la noradrénaline pour les récepteurs noradrénergiques et à la dopamine pour les récepteurs dopaminergiques. Et ceci de façon spécifique, sans toucher les autres récepteurs extrêmement nombreux, sérotoninergiques, noradrénergiques, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de fondu enchaîné, je dirais, où, au fond, on va démarrer par le tryptophane, sérotonine, mélatonine, et puis ensuite, c'est simultanément un fondu enchaîné qui va amener à la 2e hormone, mais c'est simultané, et puis arrive la 3e, tandis que la 2e est freinée, et à la fin, la valentonine diminuant, apparaît la veille par la 2e hormone. Voilà ce qui se passe entre 22h et 6h, selon leur action que nous avons vu en chaîne. Oui, c'est ça. Les 3 sont sécrétés. Oui, oui. Alors pendant 8 heures, pour des gens qui ont une vie normale, hein, si on est boulanger, on va se coucher plus tard, et infirmière, etc. Si on se décale aussi, ça va se décaler, il va falloir 8 jours pour recadrer. Hein. Et on voit ici la sécrétion de mélatonine, la sécrétion de valentonine et la sécrétion de cycloxyr-malin. On voit que c'est beaucoup plus faible ici, mais pour des raisons cinétiques, au niveau des récepteurs, c'est du même ordre de grandeur. D'accord. Et la nature est bien faite, car les propriétés pharmacocinétiques de ces 2 hormones sont telles qu'elles sont produites en même temps. Celle-ci a une demi-vie très courte,
et un volume de distribution 10 fois plus élevé que la mélatonine, mais celle-ci a une vie beaucoup plus longue, ici 38 minutes, ici pour le cycloxamalan 2h30. D'accord. C'est une règle pharmacocinétique. L'atteinte du plateau est une fonction du nombre de demi-vies. Après, en 30 minutes, on monte très vite au plateau avec cette perfusion. Les concentrations sont en plateau lorsque la vitesse de sécrétion est égale à la vitesse d'élimination. Les entrées sont égales aux sorties. Et quand on a une vie courte, on arrive vite au plateau. Le cycloxamalan a une vie beaucoup plus longue, donc on n'est même pas au plateau à 6 heures du matin quand la sécrétion s'arrête. Mais quand la sécrétion s'arrête, la valentonine a une élimination très rapide et en quelques minutes, le cycloxamalan passe devant. Et il éveille les gens, il maintient la veille jusqu'à 22 heures le soir. Et le cycle est bouclé. Et ça recommence. Et ça recommence pendant 24 heures. Toujours à partir de 22 heures, c'est le primum movens. Voilà. Et la mélatonine, quand elle commence à chuter, elle devient quoi? Elle passe dans les urines? La mélatonine, elle s'élimine. Alors, les processus d'élimination, il y a le métabolisme, c'est l'essentiel. Oui. Elles sont transformées en hydroxymélatonine, qui sont glycuro- et sulfonoconjuguées, et il y a une excrétion rénale extrêmement rapide pour ces produits. C'est ça. Voilà, ce sont des métabolites d'élimination. Quand on dit métabolite, c'est une élimination. C'est une élimination. Je comprends. Il me semble qu'on donnait de la mélatonine aux pilotes de ligne et aux hôtesses de l'air quand elles traversaient des méridiens. Est-ce que c'était pour les aider à dormir, puisque la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, mais une hormone qui protège les neurones de l'oxydation? Effectivement, on a pensé jusqu'à maintenant qu'on ne connaissait qu'une hormone sécrétée par la glande pinéale, on ne connaissait pas les systèmes. On a pensé que la mélatonine était à l'origine, était responsable des rythmes biologiques. Alors qu'en réalité, ce sont les noyaux suprachiasmatiques qui sont la véritable horloge biologique de l'organisme. La mélatonine n'est que l'aiguille de l'horloge. Ah, c'est pas mal, l'aiguille de l'horloge. Et comme on pensait que la mélatonine, à tort, réglait les rythmes biologiques, on avait dit qu'on pouvait régler, en prenant de la mélatonine, les problèmes de décalage horaire, le jet lag, C'est ça. dont on est victime au cours des vols intercontinentaux. Voilà. En réalité, donc, la mélatonine n'a aucun effet et n'a aucun intérêt. Je crois que les gens ont abandonné maintenant, on ne prend plus de mélatonine, et les pilotes de l'air ainsi que les hôtesses de l'air ne prennent plus de mélatonine. Ok. Ainsi, Jean-Bernard, la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil. Elle protège le neurone de son oxydation, du risque d'être abîmé. Et c'est cela qui est l'erreur, au fond. Elle n'est pas l'hormone du sommeil. C'est après qu'il faut voir. De toute façon, comme on ne connaissait pas la suite, l'acétylation en série, en chaîne, une véritable cascade biochimique issue de la sérotonine, on ne connaissait que cette hormone, donc on lui a prêté toutes les qualités, les propriétés pharmacologiques qu'elle n'a pas. La seule propriété importante de la mélatonine, c'est que c'est le réducteur le plus puissant dans le milieu biologique que l'on connaisse. Des études nombreuses ont été effectuées in vitro, par Reiter en particulier, c'était toujours la même équipe que Lerner et McIsaac, et ils ont fait beaucoup de travail à Cleveland, et il a fait plusieurs publications, il a montré que c'était un réducteur extrêmement puissant, le plus puissant que l'on connaisse, supérieur au glutathion, à l'acide ascorbique, etc. Et nous, in vivo, avec nos techniques de spectrométrie de masse, nous avons retrouvé de la 2-oxomélatonine ici, qui est le produit d'oxydation de la mélatonine. Or, lorsqu'un réducteur, un produit comme la mélatonine, réduit un composé, il est oxydé. C'est la réaction d'oxydoréduction. D'accord. Et ça, le fait d'avoir retrouvé en quantité importante dans le cerveau la 2-oxomélatonine est la preuve in vivo des propriétés réductrices de la mélatonine. De telle sorte que la mélatonine piège les radicaux libres et protège les neurones de leurs activités destructrices. Alors, il est logique de penser que la mélatonine, c'est ce que tu as dit, est le plus grand protecteur, le plus grand antioxydant. C'est logique puisque ce qui est le plus important dans mon corps sont mes neurones quand même. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de bien montrer que la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil, mais c'est une hormone qui protège mes neurones pendant que je vais m'endormir avec la valentonine. Voilà. C'est génial. Donc dans ce système, chacune des 3 hormones a son rôle.
Pour l'alternance veille-sommeil et la régulation des organes de vie végétative ou psychique, c'est le cytoxyromalan et la mélatonine. Celle-là, c'est l'hormone de la pensée, finalement. C'est ça. Et l'hormone du jour. Et ça, c'est l'hormone du sommeil et l'hormone de la nuit. Ils ont des actions inverses du point de vue de la vie végétative. Et la mélatonine, elle, qui fait partie de la cascade, son seul rôle, c'est la neuroprotection. Mais c'est extrêmement important. Son seul rôle, c'est la protection. La neuroprotection. Voilà. Ça veut dire que quand le pilote prend cette mélatonine en disant « je vais dormir au retour », il ne dormira pas mieux au retour, mais quand même, il a un peu protégé ses neurones. Voilà. C'est le seul intérêt. Donc, ça ne peut être que bénéfique de prendre la mélatonine. Tout à fait, tout à fait. Et alors, la mélatonine, si on doit la prendre, à quelle heure faut-il la prendre pour qu'elle soit utile? Eh bien, la mélatonine, d'abord, si on la prend, on peut la prendre par voie orale. Elle a une très mauvaise biodisponibilité. Nous l'avons étudié. Seulement 10% des doses administrées sont biodisponibles et pénètrent dans la circulation sanguine. Donc, peuvent jouer un rôle. Sur celles qu'on prend, il n'y a que 10% qui vont protéger les neurones. 90% ne sont pas absorbés. D'accord. Parce qu'il y a un effet de premier passage hépatique. Le médicament, lors de son premier passage dans le foie, avant d'arriver dans la circulation sanguine, est métabolisé rapidement. D'accord. C'est ce qu'on appelle un first pass effect. Et ensuite, mais elle est quand même administrée par voie orale. Donc si on veut avoir des concentrations suffisantes dans l'organisme, il faut en prendre suffisamment pour avoir une protection pendant la nuit. Puisque finalement, son rôle de neuroprotecteur, elle va le jouer la nuit, pendant sa période de sécrétion. Parce qu'à partir de 6 heures du matin, elle a une vie très courte et en quelques minutes, elle est éliminée. Donc il faudra la prendre le soir au coucher. Moi, je conseille de prendre une dose de 3 mg. C'est amplement suffisant, mais il ne faut pas penser que dès qu'on la prend, toutes les 38 minutes, on divise la concentration par 2. Oui, donc si on veut parler, alors qu'elle est sécrétée pendant 8 heures, en perfusion constante, quand vous la donnez en pic, après elle chute et elle s'élimine. Donc il va falloir protéger les neurones pendant toute la durée de la nuit, comme le fait la glande pinéale. C'est-à-dire que pendant la nuit, nos dossiers de la journée se mettent gentiment en place parce que la mélatonine protège nos neurones. Donc on la prendrait vers 10-11 heures du soir avec une dose assez importante puisque seulement 10% passe la barrière intestinale pour avoir son action. Voilà. Donc la mélatonine, il faut la prendre le soir au coucher, une dose orale de 3 mg et en particulier chez les personnes qui ont un hypofonctionnement de la glande pinéale, donc qui ont un système veille-sommeil faible, pour assurer la protection de leurs neurones. C'est pas pour les pilotes? Non. Ça peut jouer, ça peut pas être mauvais, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, c'est ça. La deuxième hormone, le 6-méthoxyharmalan, a un nom bien compliqué. Le 6-méthoxyharmalan, donc, a une structure, cette structure tricyclique. Le squelette, avec l'atome d'azote, c'est la bêta-carboline. C'est une position alpha-bêta, cet azote, de ce premier azote. Et on rencontre cette structure dans les alcaloïdes de l'armala. L'armala est une plante et que l'on appelle Peganum armala, dans lequel il y a plusieurs alcaloïdes qui sont des drogues, qui sont des psychostimulants hallucinogènes. C'est l'armaline, donc l'armine, qui sont dans la plante. D'accord. On remarquera que le 6-méthoxyharmalan, donc, est un isomère de l'armaline, parce que le 6-méthoxy, au lieu d'être en 6 dans cette molécule, est en 7. En 7, oui. Donc ça, l'armaline, c'est le 7-méthoxyharmalan. Et le changement de position de 6 en 7 fait que cette molécule est 10 fois moins psychostimulante que celle-ci. C'est incroyable. Qui, elle, a le même niveau d'activité que le LSD, mais une structure chimique différente. N'empêche qu'au point de vue relation structure-activité, c'est le même squelette pharmacophore. Il suffit de changer le positionnement, de passer de 7 en 6, et on multiplie l'activité. C'est très dangereux. Quand on modifie une petite molécule, on peut avoir des surprises extraordinaires. Et d'ailleurs, quand on ajoute à cette molécule le COCH3, on passe à l'hormone du sommeil. Oui. Alors, on a un nombre considérable de patients qui se plaignent de ne pas pouvoir s'endormir, de ne pas bien dormir. Alors, est-ce qu'ils ont dormi, est-ce qu'ils n'ont pas dormi? Mais il leur manque quelque chose, là. Voilà. Là, on va leur apporter le traitement, quoi. Voilà. Les troubles du sommeil, il y a les troubles du sommeil qui sont primaires,
Oui. Par exemple, les gens qui ont des sécrétions de mélatonine faibles, ça a été démontré par une équipe d'Israéliens, par Tzizinski, et l'équipe de Lavie aussi, ils ont démontré que l'expression urinaire de mélatonine était d'autant plus faible que le degré d'insomnie était important. Voilà. Ça, c'était très net, et il est évident que dans ces cas d'insomnie primaire, si vous n'avez pas de sécrétion de mélatonine, c'est un marqueur, finalement, vous n'avez pas de sécrétion de mélatonine, et vous n'avez pas de sécrétion de trucs. Et si on veut traiter une insomnie, eh bien, il faudrait faire dormir, donc en donnant la mélatonine ou ses dérivés de synthèse, comme nous en avons fait 569, on va évidemment pallier au déficit de cette hormone, mais quand ils se réveilleront, les gens, ils n'auront pas l'hormone de la veille. Un trouble du sommeil, il faut le traiter comme un trouble du système veille-sommeil. Il faut administrer les deux hormones dans des proportions adéquates pour assurer la régulation harmonieuse de l'organisme. Parce que n'oublions pas que la mélatonine est l'hormone du sommeil, mais l'hormone qui règle la pression artérielle, la fréquence cardiaque... tout le végétatif. Le dopaminergie. Et à mon avis, toutes les autres glandes, je suis persuadé que toutes les autres glandes fonctionnent. On a démontré, nous, dans des expérimentations, que l'administration brutale de ciprofloxacin, on avait une explosion de la cortisolémie. Et on sait, par exemple, que dans les cours, le maximum de mélatonine correspond, dans les 24 heures, au minimum de cortisol. Et le maximum de ciprofloxacin à 8 heures du matin correspond au maximum de cortisol. Parce qu'on peut être stressé, voilà. Donc, c'est logique, c'est parfaitement logique. Voilà. Mais alors, c'est une révolution endocrino-petit-trait logique. Tout à fait. Oui. Au fond, avec au sommet la glande pinéale, puis l'hypophyse, puis les testicules, les ovaires, les surrénales, etc. Moi, je crois que l'organisme est extrêmement complexe, mais on ne peut pas assurer, le jour et la nuit, nous sommes totalement différents, on ne peut pas assurer une régulation de l'organisme si on n'a pas un système régulateur au départ. Et tout part de ce système. Et au fond, à 22 heures, tout démarre. Tu pénètres le mystère de l'humain. Parce que c'était mystérieux jusqu'à présent. Ça, c'est assez fabuleux, quoi. Et bon, ça, c'est vraiment une des merveilles de la création, ce système veille-sommeil. Quand on étudie les mécanismes pharmacocinétiques, toutes les conditions qu'il faut, il faut que tout soit concordant. Et alors, chez le renard, par exemple, qui, lui, bosse la nuit et dort le jour, est-ce qu'on va trouver une inversion du cycle? Eh bien, alors, chez le renard et tous les animaux à sommeil diurne, comme les prédateurs, bien sûr, les lions, les chats même, ils ont toujours une sécrétion de la mélatonine et du système des trois hormones entre 22h et 6h du matin, mais il y a une inversion des pharmacocinétiques, de telle sorte que la nuit, on a une prévalence du ciprofloxacin, et le jour, on a une prévalence de l'hormone du sommeil. Et alors, on peut imaginer la synthèse de la mélatonine pour pouvoir donner ça à des patients dans un avenir assez proche? C'est très facile à synthétiser, et quand ce sera un médicament, ce sera un médicament de très bon marché. Oui. Voilà. À ce sujet, bien sûr, nous avons synthétisé, quand j'ai découvert la mélatonine, tout de suite, je savais que j'avais l'hormone du sommeil, on a vérifié, on l'a synthétisé très facilement, en quelques jours, avec des amis chimistes. On l'a fait tester et on a démontré effectivement qu'elle donnait du sommeil physiologique, alors que les autres produits hypnotiques sur le marché, tels que les benzodiazépines et les médicaments apparentés, Zolpidem, Stinox, etc., donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas du tout réparateur. Dont on sort fatigué. Et qui donne de l'amnésie. Les malades que nous opérons. Donne de l'amnésie, oui, car on va voir que quand on fait de l'électroencéphalographie, on s'aperçoit qu'avec ces composés, les benzodiazépiniques en général, on effondre le sommeil paradoxal. Et c'est le sommeil de la mémoire. C'est ça, oui. Voilà. Et le sommeil physiologique, il y a beaucoup de sommeil profond, lent, qui est un sommeil réparateur, alors qu'avec les benzodiazépines et apparentés, on a en majorité du sommeil léger, non réparateur. C'est un sommeil imposé par la drogue, au fond. D'ailleurs, quand on est anesthésié, au réveil d'anesthésie, on est fatigué. On est dans le sirop, oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on a souvent oublié ce qui s'était passé avant. Oui, exactement. Oui. Et alors, au fond, le tryptophane est un acide aminé essentiel
Et lui aussi reste très important à être présent dans notre alimentation. Je sais qu'on en a un petit peu dans le vin de Bordeaux, mais on en a aussi dans pas mal d'autres aliments. Ce qui veut dire que toute cette chaîne biochimique, ces différentes cascades qui à la fois se suivent et sont simultanées, ça y est, ça nous permet de comprendre exactement ce qui se passe sur le plan de la biochimie et de l'utiliser en médecine. Le tryptophane, effectivement, c'est un des 20 acides aminés essentiels. Oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, mais on pourra en parler, c'est qu'il y a deux acides aminés qui interviennent dans la synthèse des hormones du système veille-sommeil. Il y a le tryptophane, Oui. qui est l'acide aminé essentiel. La sérotonine est fabriquée dans la glande pinéale parce que la sérotonine, on dit que c'est une hormone. Ça ne peut pas être une hormone, parce qu'une hormone, ça doit pouvoir circuler dans la circulation sanguine. Or, ces molécules, comme la sérotonine, sont des molécules polaires, hydrophiles, qui ne peuvent pas circuler. C'est pour ça que la sérotonine, nécessaire à la synthèse de la mélatonine et des autres hormones du système veille-sommeil, elle est fabriquée dans le tryptophane, et de la même façon au niveau des neurones, elle est fabriquée au niveau des boutons synaptiques, toujours à partir du tryptophane, in situ. Or, les hormones, telles que la mélatonine, le syndoxyromalantine, on remarquera que quand on passe de la sérotonine à la mélatonine, on fait une méthylation ici, sur l'OH, qui rend la molécule lipophile, qui lui permet de circuler. Et là, on a une molécule qui est un neurotransmetteur, par exemple, comme la sérotonine, qui devient une hormone. Parce qu'une hormone, c'est une substance chimique qui est sécrétée par une glande, libérée dans la circulation sanguine, qui va agir à distance, et en se fixant sur le récepteur aussi des organes, et en déterminant des effets métaboliques ou des effets dynamiques. Mais donc, je n'ai pas de sérotoninémie. Non. D'ailleurs, on ne pourrait pas le doser parce que la sérotonine, dès qu'elle est libérée dans l'organisme, elle est tout de suite transformée en 5-HIAA, voilà. 5-hydroxyindolacétique. Elle est éliminée dans les urines sous forme de dérivés glyconoconjugués. C'est ça. Voilà. Donc cette sérotonine, c'est comme la dopamine. On dit que la dopamine est une hormone, c'est impossible. La dopamine, elle est fabriquée dans les neurones dopaminergiques à partir de la tyrosine. C'est ça, oui. Comme la noradrénaline l'est aussi dans les neurones noradrénergiques. C'est là qu'on voit la complémentarité entre l'analytique, le pharmacien, le chimiste et au bout du compte le clinicien. Et le physiologiste. Fabuleux, tout à fait. Voilà. Donc, je reviens sur le tryptophane. C'est intéressant parce que il y a deux acides aminés qui ne sont pas redondants, c'est-à-dire pour lesquels il y a un seul codon. Il y a 64 codons dans le code génétique. Oui. Et il y a deux seuls acides aminés, le tryptophane et la méthionine, qui ne sont pas redondants. D'accord. Et c'est amusant parce que ces deux acides aminés interviennent ici. Le tryptophane parce qu'il permet de synthétiser la sérotonine, et la méthionine parce qu'elle est à la base de la S-adénosylméthionine, qui permet de méthyler l'OH ici et de donner le OCH3. D'accord. Bon, c'est une corrélation, mais c'est une remarque qui m'a paru intéressante. Quand tu dis non redondant, ça veut dire précisément... Ça veut dire que redondant... Alors, la redondance, c'est la possibilité pour un acide aminé d'être véhiculé par plusieurs codons. Comme il y a 64 codons et 20 acides aminés, le tryptophane, il n'y a qu'un seul codon, le codon UGG, et donc, alors que les autres, pour la valine, notre acide aminé, on peut avoir 2 ou 3 codons en moyenne. Et on dit que le code génétique est dégénéré parce qu'il y a des redondances, mais il n'y en a pas pour le tryptophane et la S-adénosylméthionine. C'est très intéressant, oui. Est-ce qu'il est possible de doser la mélatonine dans le sang pour savoir si vraiment on en a besoin? D'abord, sur le plan technique, on peut la doser, puisque nous avons des techniques de chromatographie en phase gazeuse couplées à la spectrométrie de masse. C'est une technique très délicate, mais nous envisageons, bien sûr, nous avons développé une méthode automatisable de couplage de la chromatographie liquide haute performance avec la spectrométrie de masse. Et on arrive pratiquement aux mêmes sensibilités, on arrive à doser 0,5 picogrammes par millilitre. D'accord. C'est une technique que l'on a l'intention de répandre dans tous les laboratoires d'analyse médicale. Car, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la mélatonine, dans cette cascade biochimique, est un marqueur des autres hormones. Si on a un hypofonctionnement de la glande pinéale, on va avoir un déficit
de cette mélatonine qui va se répercuter. On À aura la un suite. déficit des hormones, de toutes les hormones. À l'inverse, dans les psychoses, on a probablement donc un excès de syntoxyrmalan, c'est l'agent des psychoses, et il doit correspondre à un excès de la mélatonine. Oui. Donc, si on dose de la mélatonine dans le sang, on peut avoir une idée du niveau de l'activité du système veille-sommeil, quantitativement. Dans les situations de déficit, donc, qui sont à l'origine des maladies, des troubles du sommeil, des dépressions nerveuses, ainsi que des maladies neurodégénératives. On a vu que dans l'Alzheimer, il y avait 0 mélatonine. Donc, on dosera la mélatonine. Il faudra la doser à 1h du matin, car, comme on peut le voir sur ces courbes, par exemple, à 22h, ça commence. Donc, 1h du matin, on suit la mélatonine et on voit que vers 1h du matin, on a atteint le plateau. Être au sommet, oui. Voilà. Si on la dose à 22h ou 23h, on aura très peu. On n'aura aucune idée du truc. Tandis que là, elle est en plateau, donc on a une idée. Alors là, il y a des différences considérables entre les sujets. Nous ne sommes pas égaux, puisqu'on a vu que même chez les volontaires sains, on avait pris des sujets jeunes, en bonne santé, des sujets âgés. Ça variait, les plateaux variaient de 10 picogrammes par millilitre à 120 picogrammes par millilitre. Ah, et oui. ce qui était le plus marrant, c'est qu'avec l'âge, ça baissait en moyenne, Oui. mais dans nos études, c'était un sujet âgé qui avait le minimum, mais c'était également un sujet âgé qui avait le maximum, il avait 120 picos par millilitre. Donc nous sommes inégaux et Et les à quelle risques... heure il avait ces taux? On va le voir Ah, voilà, ici. les sujets jeunes et âgés. Nous avons ici des cinétiques des sécrétions pinéales que nous avons réalisées par spectrométrie de masse. On a prélevé chez des sujets pendant 24 heures la mélatonine. Dans le sang. Voilà. On s'est aperçu que chez tous les sujets jeunes ou âgés, quelle que soit la saison, là c'était au mois de mai, là c'était au mois d'octobre, les longueurs de la nuit, là il y avait 8 heures pile, donc, et là il y avait 8 heures, alors qu'on avait 13,5 heures de nuit. Et on s'aperçoit qu'il y a des écarts considérables. Là, c'est chez le sujet volontaire 5, qui avait 25 ans en moyenne. On va de 19 picots par ml à 93,7 picots par ml. Et là, chez les sujets âgés, c'est encore pire, puisqu'il y en a un facteur 13. On voit que chez un sujet âgé, en moyenne, avec l'âge, la sécrétion de mélatonine baisse, mais bien que, logiquement, il est logique qu'on ait le minimum chez un sujet âgé, mais le maximum, le record à la hausse, était observé chez un sujet de 70 ans. Est-ce que celui-là dormait plus que les autres? Parce que tous les points bleus, ce sont des sujets. C'est des sujets, Donc, il y en a apparemment, autant. aucun n'avait de problème de sommeil. D'accord. Donc des gens normaux, quoi. Des gens normaux. C'est ça. C'est des volontaires sains, donc pas de problème de sommeil. Alors, il y a un facteur 13, donc on peut penser qu'il y a des facteurs de 1 à 100, ça Oui, peut oui. aller de 1 à 100 chez les sujets. Au fond, quelle différence fais-tu entre l'éveil et la veille? L'éveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. L'état de sommeil survient quand la vigilance tombe en dessous d'un certain niveau que l'on peut qualifier de barrière du sommeil. C'est ça. Le passage de l'état de veille à l'état de sommeil. Et l'éveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Ces deux périodes, au cours de ces deux périodes, on peut penser que c'est la prévalence, lorsque la valentonine est prévalente dans l'organisme, la nuit, prévalente parce que ses concentrations sont supérieures à celles de l'hormone de la veille, normalement, cette hormone permet de maintenir la vigilance en dessous de la barrière du sommeil en fin de nuit, en fin de sécrétion, à 6 heures du matin. Eh bien, les concentrations de syntoxyrmalan deviennent rapidement supérieures. On a une prévalence du syntoxyrmalan qui augmente le niveau de la vigilance. Et on passe du sommeil à la veille. D'accord. Et ceci jusqu'à 22 heures le soir. Donc le point clé, c'est la barrière du sommeil. Voilà. C'est clair. Mais on remarquera que dès que 6 heures du matin, on a beaucoup d'hormones de la veille, mais le soir, on n'a presque plus. Oui, après, On est fatigué. Oui. On n'a plus de On tonus. a besoin de dormir. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand on ne dort pas, bien sûr, on restaure pas, on répare pas l'organisme, mais quand on ne dort pas
on ne fabrique pas non plus l'hormone de la veille. Oui, 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 oui. Et le jour, on est encore plus fatigué que normalement. C'est ça, oui. Parce qu'on n'a pas fabriqué la nuit précédente l'hormone de la veille. Donc le sommeil réparateur, ce sont vraiment deux mots qui vont ensemble. Tout à fait. Sommeil physiologique et réparateur. Absolument. Au fond, le tryptophane est un acide aminé d'une extrême importance, puisque c'est à partir de lui que va commencer la formation de la sérotonine et la suite. Effectivement, le tryptophane fait partie des 20 acides aminés. C'est un acide aminé essentiel. Et il est le précurseur de la sérotonine, non seulement dans la glande pinéale. La sérotonine, donc, est produite, se forme à partir du tryptophane à la suite de 2 réactions enzymatiques. Et ensuite, la sérotonine va donner, au terme de 3 acétylations successives, va donner ces 3 hormones du système veille-sommeil qui constituent la cascade biochimique dont nous avons parlé. Et le tryptophane est également le précurseur de la sérotonine dans les boutons synaptiques au niveau des neurones La jonction entre les neurones, c'est voilà. ça. Il ne peut pas circuler dans l'organisme, donc il est fabriqué in situ dans la glande pinéale et dans les neurones, là où il agit comme un neurotransmetteur. Et la dopamine, dans ce vaste système hormonal, où se situe-t-elle? La dopamine, donc, est un neurotransmetteur au niveau des neurones dopaminergiques. L'activation ou le blocage des récepteurs dopaminergiques conduit soit à une relaxation musculaire par activation, c'est ainsi que la valentonine entraîne une relaxation musculaire la nuit, et l'antagonisme des récepteurs dopaminergiques par blocage, réalisé par le 6-méthoxyrmalan pendant la journée, est responsable d'une augmentation de la contraction musculaire. Donc pendant l'éveil, nous sommes contractés, effectivement, les muscles fonctionnent, et pendant le sommeil, nous avons une décontraction et en même temps une baisse de la tension artérielle. Un relâchement musculaire complet. C'est ça. Voilà. On a pensé que la dopamine était l'agent des psychoses. C'est une erreur qui est due à l'interprétation de l'action, de l'efficacité de la chlorpromazine, le largactyle, C'est ça. dans les psychoses. Ce produit a été découvert par hasard. C'est une trouvaille, en fait. On a remplacé, en fait, la camisole physique par une camisole chimique. C'est des véritables zombies, les gens. Et comme le largactyle avait, en pharmacologie, chez les animaux, une action antidopaminergique, on a pensé que les psychoses étaient dues à un excès de la dopamine. En fait, c'est tout le contraire, puisque nous savons que c'est le 6-méthoxyrmalan qui est l'agent des psychoses, et justement, le largactyle a également des propriétés anti-noradrénergiques qui empêchent la synthèse du système veille-sommeil excédentaire chez les psychotiques à la suite de l'action du largactyle. Au fond, beaucoup de médicaments des psychiatres vont tomber à l'eau avec cette découverte, et donc les benzodiazépines, les somnifères, les anxiolytiques, et les antidépresseurs, tout ça va beaucoup bouger. Voilà. Alors, ce qui va le plus bouger, à mon avis, ce sont les benzodiazépines qui sont utilisées en tant qu'anxiolytiques et en tant qu'hypnotiques. Je pense que quand on sait que les benzodiazépines ont été découvertes par hasard, à la suite d'une fausse réaction dans la chimie des colorants dérivés de la quinazoline, qui a conduit, par hasard, par une fausse réaction, au Librium. Et on l'a essayé par conscience professionnelle chez le rat, il a manifesté des propriétés anxiolytiques. À la suite de ça, il y a eu tout le développement de benzodiazépines et de diazépam, et ensuite, pour des raisons de protection de brevets, des contournements de structures chimiques, on a découvert des apparentés, tels que le zolpidem. Le Stinox est actuellement le leader dans les hypnotiques proprement dit. Mais on n'utilise pas que le Stinox, qui est mis sur le marché en tant qu'hypnotique, mais on utilise souvent le Lexomil, tous ces produits, toutes ces benzodiazépines chez les insomniaques. En réalité, ces produits donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas du tout réparateur, qui fatigue l'organisme et qui a des effets amnésiants. On perd la mémoire. Des manifestations d'amnésie antérograde, la perte de mémoire des événements récents. Et ces médicaments, finalement, font plus de mal que de bien. À mon avis, on devrait les retirer, peut-être les garder en anesthésiologie, en pré-anesthésie, mais les retirer. Quand on regarde
le Vidal, dans le dictionnaire Vidal, les propriétés secondaires, les propriétés utilisées en thérapeutique du Vidal, on est surpris. Par exemple, n'importe que le zolpidem, le diazépam, le Valium, on a 4 pages extrêmement denses, et il y a 2 lignes pour les propriétés pharmacologiques. Et il y a les effets secondaires dits paradoxaux, qui sont des effets secondaires, des effets indésirables. Paradoxaux parce qu'on ne sait pas expliquer leur origine. Et sur ce schéma, j'ai représenté un petit peu, grâce à la découverte du système veille-sommeil, on peut expliquer maintenant l'origine des effets paradoxaux des benzodiazépines. Alors on sait depuis longtemps que l'effet anxiolytique des benzodiazépines est dû à leur action GABAergique sur les neurones GABA. On voit effectivement que les benzodiazépines donc, ont une action allostérique sur les récepteurs donc, des neurones GABAergiques. Ils déforment les récepteurs GABAergiques et les rendent plus sensibles au GABA, à leurs neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'ils amplifient le signal. Et dans ces conditions, ils diminuent la vigilance. Mais ils ont aussi des effets secondaires gênants, parce que là aussi, ils diminuent la contraction musculaire, ils entraînent une réaction musculaire. Avec les personnes âgées ont des problèmes de faiblesse musculaire, ce qui est à l'origine, elles tombent. Fracture du col du fémur. Fracture du col du fémur, c'est la cause. Ça nourrit les orthopédistes. C'est dû, et tous les gériatres se plaignent de ces effets délétères des benzodiazépines. Et ces effets paradoxaux, qui s'opposent à l'action anxiolytique des produits, ils sont dus à la présence dans ces molécules de benzodiazépines du squelette pharmacophore, c'est-à-dire porteur des propriétés pharmacologiques, du 6-méthoxyarmalan. C'est-à-dire du LSD en quelque sorte. C'est ça, oui. Donc ces molécules GABAergiques, elles ont dans leur structure le LSD. Ce sont des antagonistes des récepteurs 5-HT2C qui agissent comme le 6-méthoxyarmalan, comme l'hormone de la veille. Ce sont des anti-sommeils. Alors, ces produits donnent du sommeil anesthésique qui n'est pas réparateur, amnésiant, et en plus, s'il restait un peu sommeil physiologique, on le détruit par cette action anti-sommeil physiologique qui est à l'opposé de celle-ci. C'est l'origine des effets paradoxaux indésirables qui s'expliquent parfaitement dans le cadre des relations structure-activité que l'on voit. Il y a la signature chimique dans les molécules de benzodiazépines du 6-méthoxyarmalan. Mais alors là, nous sommes à la jonction entre 2 neurones. C'est une synapse qui est dessinée. Oui, une synapse des récepteurs GABAergiques qui est connue, oui, qui donne l'anxiété. Mais ce qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, c'était l'origine des effets paradoxaux. Parce que paradoxal, c'est opposé à l'effet recherché, et on ne l'explique pas. Par exemple, quand on regarde au Vidal tous ces produits, l'effet pour un hypnotique tel que le zolpidem, Stinox, quand on regarde les effets paradoxaux, les effets indésirables les plus importants, la première ligne, les 2 premières citations, pour un hypnotique, un médicament dit hypnotique, l'effet secondaire le plus important, c'est insomnie importante. Et le deuxième effet pour des anxiolytiques, c'est anxiété importante. Risque de suicide. C'est même écrit. Au fond, on voit dans la clinique beaucoup de patients qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes neurologiques, qui vont chez le psychologue, chez le psychiatre, et il va falloir leur proposer quelque chose. Alors, sous quelle forme? Ce sera en comprimé, ce sera en patch. Comment peut-on imaginer le traitement de demain qui va régulariser ce système de la veille et du sommeil? Ce qu'on envisage, c'est un traitement hormonal substitutif dans les dysfonctionnements du système veille-sommeil. Ces dysfonctionnements, ça peut être soit un déficit quantitatif des 3 hormones, oui, de la cascade en fait, hein. Et dans ces conditions, il faudra administrer les hormones et la mélatonine. Alors on pourra prendre la mélatonine par voie orale, mais les hormones, on ne peut pas les prendre par voie orale. Elles vont être détruites par le tube digestif. Alors on aurait pu associer au 6-méthoxyarmalan, qui peut être absorbé par voie orale, un valentonergique de synthèse, oui, une des 569 molécules que j'ai synthétisées et qui sont administrées par voie orale.
mais malheureusement, elles ont des propriétés pharmacocinétiques qui ne correspondent pas du tout, qui ne se prêtent pas du tout à une association avec le système toxirmalan, afin que, pour réguler de façon harmonieuse le cycle veille-sommeil, pour les vies psychiques et végétatives, et pour assurer les prévalences à des heures précises, entre 22h et 6h du matin, et entre 6h et 22h le soir, l'alternance des deux hormones, la prévalence des deux hormones, eh bien, on est obligé d'administrer l'association valentonine et cytotoxirmalan. Pourquoi aussi administrer l'association? Parce que quand on a un trouble du sommeil dû à un déficit de la valentonine, oui, on a forcément un déficit de la mélatonine et un déficit de l'autre, de 3 membres de la cascade. Des trois, oui. Donc, il faut administrer, pour assurer une régulation harmonieuse de l'organisme, pendant 24 heures, il faut administrer l'association. Comme on est obligé, pour des raisons cinétiques, d'associer la valentonine au cytotoxirmalan et qu'elle n'est pas administrable par voie orale, on va donner le produit en patch. Et il existe aujourd'hui des patchs à 2 réservoirs. On va donner, effectivement, les 2 hormones dans des proportions de 4 pour 1, avec 4 fois plus de valentonine que de cytotoxirmalan, pour assurer les prévalences, comme ça doit être dans l'organisme. On cherche à régler le sommeil, voilà. Voilà. C'est logique. Et on administrera, dans les cas de déficit du fonctionnement, de la fonction endocrine, glande pinéale, la plupart des maladies, les troubles du sommeil, dépression nerveuse, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc., on administrera le patch le soir au coucher, en se couchant, et on le sortira le matin au réveil. D'ailleurs, ceci dit, pour le décalage horaire, ça sera très bien. On arrivera dans un pays où on est décalé, on veut dormir, on se met le patch, et on le sort au matin. On ne souffrira pas du tout du décalage horaire. Voilà. Pour les maladies comme les psychoses, où on a un excès de mélatonine et un excès du système veille-sommeil, au point de vue quantitatif, évidemment, on ne peut pas arrêter, freiner la sécrétion de mélatonine. Alors, ces sujets dorment très bien la nuit. Oui. Ils dorment très bien parce qu'ils ont beaucoup d'hormones du sommeil. Mais le matin, quand ils se réveillent, quand la mélatonine s'élimine, ils sont hors normes mentaux. Ils ont des hallucinations, etc. Jusqu'à maintenant, on les matraquait, finalement, avec les neuroleptiques. Et parce que les neuroleptiques, ça a des actions antidopaminergiques, oui, non spécifiques. Parce que nous, ces hormones ont des actions spécifiques sur des récepteurs donnés, mais pas sur les autres. Et ensuite, ces hormones, on les donnera la nuit pendant 24 heures, au moment où la glande pinéale fonctionne, c'est-à-dire pendant 8 heures. De 6 heures du matin à 22 heures le soir, la glande pinéale, c'est terminé, elle a fait son travail, elle le recommence à 22 heures. Oui, oui. Donc c'est bien un traitement hormonal substitutif, dans la mesure où la glande pinéale fonctionne insuffisamment chez certaines personnes. C'est comme si on plaçait en patch une glande pinéale. Tout à fait. Et dans le cas des psychoses, comme on ne peut pas, évidemment, diminuer le système, eh bien, il y a trop de valentonine. On dort, c'est pas gênant, mais il y a trop de 6-MH. On va administrera un patch à un seul réservoir chargé en valentonine. Cette valentonine déplaçant sur la base d'une compétition au niveau du récepteur l'excès de 6-MH sur le récepteur. Et on va les rendre normaux. Je comprends. Sans le moindre effet secondaire. On espère. Donc on on tient le traitement de pathologies neuropsychiatriques importantes. Je pense que ça va changer la vie des malades psychotiques. Au fond, Jean-Bernard Fourtillant, cette découverte va modifier d'une manière extrêmement importante notre vision de toutes ces pathologies neurologiques, neuropsychiatriques, qui touchent le problème du sommeil, qui touchent le problème du Parkinson, les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, et même certaines pathologies que nous pouvons avoir dans le cadre de notre système végétatif qui ne va pas bien, avec la tension artérielle qui monte ou qui descend d'une manière excessive. Et en même temps, on est en train de se rendre compte, par cette découverte qui est une véritable bombe scientifique, que la glande pinéale, c'est le primat des glandes. On disait que l'hypophyse était très importante, mais la glande pinéale est au-dessus. Elle est prioritaire, primat des glandes, j'aime bien cette expression, et ça montre bien que les étudiants en médecine, les médecins, vont pouvoir enfin comprendre le fonctionnement de ces pathologies et proposer aux patients des choses extrêmement simples, un patch
au moment d'aller s'endormir, dans la mesure où il y aura eu une baisse trop importante des troubles du sommeil, etc. Donc c'est vraiment une révolution qui est en train d'arriver grâce à cette découverte à Poitiers, dans un laboratoire de chimie, par un professeur de pharmacie, de chimie analytique, qui est en même temps dans tout le domaine de la pharmacocinétique. Donc, et on comprend pourquoi cette découverte ne pouvait pas être réalisée, je dirais, par un chercheur lambda dans les laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment une révolution, une bombe scientifique qui est absolument extraordinaire et qui nous donne, au fond, une réponse à certains mystères du fonctionnement de l'humain dans cette régulation de sommeil et de l'éveil, et qui vont nous permettre de sauver énormément de gens, jusqu'à peut-être des gens qui sont dans des états dépressifs extrêmement profonds, qui peuvent avoir même de désirs suicidaires. Eh bien tout ça, on va pouvoir le régler d'une manière biologique. Notre horloge du sommeil et de la veille va enfin, parce qu'elle est comprise, être régulée.